Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, spécialement, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Xavier Patrick Maloutama, secrétaire général adjoint du parti politique ADPD, membre de l'Union Sacrée. Plusieurs questions sont au menu de notre échange, notamment la comparution de Matata Ponyo rejetée par ses avocats, la CENI rejette les revendications de l'opposition. Ces Sanga appellent la population à s'approprier des élections en cours. Et puis Martin Fayoulou dit non, n'est-ce pas, à sa participation à ces processus électoraux et exige donc qu'il garde sa position. Alors, Moïse Katumbi et FCC, la plateforme chère à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, croisent les bras et jusque-là, ils ne veulent pas participer, n'est-ce pas, au processus électoral. Cher Xavier Patrick, bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Bonsoir et merci encore une fois de l'invitation. J'ai eu des bons échos de mon dernier passage sur ce plateau. Merci. Donc lorsque vous m'avez encore invité, c'est avec grande joie que j'ai répondu tout de suite à votre invitation. Merci beaucoup. Au passage, je voudrais féliciter la chaîne pour son organisation et pour son aura. Parce que je ne le savais pas, je l'ai découvert en passant la première fois, mais elle est très suivie, surtout à l'intérieur du pays. Merci. Et nous qui sommes des villageois naturels, nous sommes très intéressés par le genre de chaîne qui est la vôtre ici, qui est très suivie à l'intérieur du pays. Donc félicitations pour ça. Merci beaucoup, ça nous touche personnellement au cœur. Merci beaucoup. Alors l'actualité l'oblige, vous êtes secrétaire général adjoint de ces partis politiques membres de l'Union Sacrée. La première question, c'est d'abord comment va le parti ou comment est la santé de votre parti politique en ce moment? L'ADPD, l'Action du Peuple pour la démocratie du président Johnny Luboya Mukadikaba se porte très bien. Nous sommes en train de nous préparer à affronter les élections. Là, nous sommes en train de tourner la page pratiquement de la séquence du dépôt de candidature au niveau de la CENI. Et une fois que cela sera fait, je pense dans les prochains jours ici, nous allons maintenant nous réunir pour commencer à projeter ce que sera la campagne. D'abord d'une manière globale, parce que vous le savez, nous avons pour mission de redonner un nouveau mandat au chef de l'État, mais également de nous faire élire au niveau de l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales. Donc nous avons une démarche politique, ou bien si vous voulez, une campagne électorale qui va nous prendre pratiquement à deux niveaux. D'abord celle du chef de l'État, il faudra battre campagne pour le chef de l'État, surtout à l'intérieur du pays, je vous l'ai dit, moi personnellement je suis un villageois du Congo central. Et donc, nous allons avoir la responsabilité de mener campagne pour que le chef de l'État puisse avoir un second mandat. Et en même temps, nous allons battre campagne pour être nous-mêmes élus au niveau de l'Assemblée nationale et composer la majorité présidentielle du chef de l'État de demain. Les décors plantés, cher Xavier Patrick, l'actualité reste dominée de la convocation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui boude le procureur général. Donc il était prévu qu'il soit devant
le procureur par rapport à certains faits qui lui est reproché, mais malheureusement, nous étions dans un point de presse, ces avocats disent non, que leur client n'a pas qualité d'aller répondre devant la Cour constitutionnelle. En tant que politique, quelle est votre lecture? Je dis tout simplement que c'est une posture très dangereuse, d'autant plus que le document qui l'invitait à ce rendez-vous a été largement diffusé dans les réseaux sociaux. Et en parcourant ce document, personnellement, j'ai fait attention à une phrase à la fin du texte qui disait que, faute de quoi, vous y serez contraint. Oui. Donc, Matata a reçu cette lettre d'invitation. Il a pris la posture qu'il a prise, qui est une posture très dangereuse parce que aujourd'hui, j'estime à mon avis que c'est une inconscience que de vouloir se placer au-dessus de la loi, au-dessus de la justice. Lorsqu'on vous invite, je pense que vous êtes contraint déjà de par l'invitation qui était mise à votre endroit de répondre à cette invitation. Et donc, on constate aujourd'hui que l'ancien Premier ministre a plutôt préféré organiser un point de presse pour répondre à la justice du pays. C'est une posture très dangereuse et ma main a coupé qu'il finira là où il doit aller, là où est sa place. Parce que là, maintenant, je parle au nom de notre parti politique. Les actes, les crimes économiques que l'ancien Premier ministre a eu à commettre dans ce pays ne peuvent pas rester impunis. On ne peut pas tolérer que ce monsieur ait fait ce qu'il a fait dans ce pays et qu'il puisse jouir de sa liberté en toute joie et en toute liberté. Ce n'est pas normal. Il doit répondre de ses actes et ces méfaits sont tellement flagrants que en réalité la justice ne serait qu'une formalité, parce que nous savons tous dans ce pays ce qui s'est passé. Nous l'avons vécu et les résultats sont encore là pour parler. Bukangalonzo était un grand projet qui aurait dû normalement faire en sorte que notre pays puisse atteindre à terme de ce programme, parce qu'en fait c'était un vaste programme, hein. Il n'y a pas que le parc que vous voyez là délaissé aujourd'hui, c'était un vaste programme qui devait se multiplier dans d'autres provinces et qui à terme devait faire en sorte que la RDC atteigne ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, au contraire, nous avons même des cas de famine aujourd'hui, il semble, dans certaines provinces. Et lorsque vous voyez cela, on ne peut pas comprendre que l'une des personnes qui est en partie responsable de ce désastre puisse se promener dans les rues de Kinshasa en toute liberté, sans avoir à répondre de ses actes, alors qu'aujourd'hui, la population qui est victime en fait de cette mauvaise gouvernance, de cette malversation, puisse continuer à périr, à mourir, sans qu'on puisse lui venir en aide, alors que l'un des coupables est ici à Kinshasa. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que l'ancien Premier ministre devrait faire profil bas, répondre à cette invitation. Ici, il estime avoir raison. Si vraiment ses avocats sont les meilleurs du monde, eh ben, ils le prouveront devant la barre. Très bien. Alors, la question reste également dominée par rapport au processus électoral. Les revendications de l'opposition rejetées par la CENI. Deli Sesanga accepte et appelle la population de s'approprier les élections 2023. Martin Fayoulou décide de ne pas participer au processus. Quel est votre point de vue? Bon, je crois qu'il y a là du cas par cas. Vous savez, c'est une opposition qui n'est pas un bloc. Et chacun a sa réalité qui lui pousse à prendre certaines postures, certaines positions. C'est le cas par exemple de M. Martin Fayoulou. Vous savez, il n'y a qu'à voir d'où il venait plutôt pour comprendre ce qu'il est. Il était candidat effectivement en 2018, mais dans quelles circonstances? Il a été un candidat comment pourrais-je dire, par défaut. En 2018, le contexte était tel que ni Jean-Pierre Bemba, ni Moïse Katumbi, ni qui d'autre encore,
bon voilà, c'est essentiellement ceux-là, ne pouvaient concourir à cette élection et donc, par défaut, avait désigné Martin Fayoulou et avait mobilisé chacun de son côté sa propre base pour soutenir en fait la candidature de Martin Fayoulou parce que eux s'étaient déportés ou bien cachés derrière Martin Fayoulou pour atteindre certains objectifs. Je rappelle ici que dans leurs accords, il était question que Martin Fayoulou ne fasse que 2 ans au pouvoir et puis il y aurait eu, je ne sais pas comment ils auraient opéré cette affaire-là pour qu'on reprenne un processus électoral ou bien qu'ils cèdent le pouvoir. Je sais plus très bien, je me souviens plus très bien du scénario qu'ils avaient mis. Mais c'était ça le scénario. Et donc aujourd'hui, le contexte a complètement changé parce que le président de la République est arrivé au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui l'actuel président de la République. Il travaille à ses côtés avec Jean-Pierre Bemba, qu'il a nommé il y a quelques mois comme vice-premier ministre et ministre de la Défense. Donc ça fait déjà un soutien de perdu pour Martin Fayoulou qui est resté dans l'opposition. Jean-Pierre Bemba, lui, travaille aux côtés du chef de l'État. C'est déjà un soutien de perdu. Vous avez Moïse Katumbi qui lui-même a l'ambition de briguer la présidentielle. Donc il ne pourra pas soutenir Martin Fayoulou parce que lui-même a des ambitions. Ce qui fait que Martin Fayoulou aujourd'hui se retrouve un peu nu devant sa réalité. Et sa réalité, c'est laquelle? C'est que de manière intrinsèque, il n'a pas la popularité des autres candidats qui lui avaient porté secours en 2018 et il n'a pas non plus les moyens financiers parce que les élections, la campagne électorale, convaincre, circuler dans toute la République pour faire passer son message, c'est d'abord une question de moyens. Et ces moyens-là, Martin Fayoulou n'en dispose pas. Donc je pense que plutôt que de vouloir discréditer le processus électoral pour cacher cette réalité qu'il n'a pas les moyens de compétir à cette élection, il devrait tout simplement dire la vérité. Qu'ils disent la vérité au peuple congolais, enfin pour cette partie du peuple congolais qui s'intéressera à lui, qu'ils leur disent la vérité, qu'il n'a tout simplement pas les moyens d'aller à cette élection présidentielle. Alors, la population veut savoir à qui profitent toutes ces réalités. En fait, la manière dont vous posez la question, ça me fait un peu peur parce que l'opposition ne veut pas participer aux élections. Oui. Est-ce que la machine, bien le train de la CENI doit s'arrêter? Mais écoutez, je pense que nous avons un fait précédent dans ce pays. En 2006, l'UDPS de Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire pour ce pays, avait pris la posture de boycotter le processus électoral. De la même manière que le fait le FCC aujourd'hui, de la même manière que le font d'autres leaders aujourd'hui, l'UDPS avait levé l'option de boycotter le processus électoral. Mais la suite, on la connaît. Le ciel n'était pas tombé, le train de l'élection ne s'était pas arrêté, bien au contraire. Nous avons eu des élections dans ce pays, et des bonnes élections, qui avaient vu à l'époque l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est passé aujourd'hui à l'opposition, être élu face à Jean-Pierre Bemba, dont on venait de parler à la vice-primature en charge de la défense. Et donc ça, c'est l'histoire du pays. Et on ne peut pas s'empêcher de consulter l'histoire pour pouvoir s'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il est complètement fou que de penser qu'on peut répéter les mêmes erreurs et avoir d'autres résultats. L'UDPS a toujours regretté de ne pas avoir participé aux élections de 2006. La preuve, en 2011, l'UDPS avait participé aux élections, mais c'était dans le même contexte qu'il décriait en 2006. Rien n'avait changé. C'était le même président de la République qui était aux manettes et qui organisait les élections avec une CENI indépendante. Mais le contexte, en fait, était le même. Mais en 2011, l'UDPS a participé aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'UDPS a regretté son erreur de 2006. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, et je termine sur ça. Nous sommes en 2023 et il y a des gens qui pensent que s'ils ne participent pas aux élections, il n'y aura pas élection. Ben, je suis désolé de les décevoir. Nous, l'ADPD, nous sommes en train de nous organiser et nous allons aller aux élections, nous allons être élus et nous allons travailler durant cette législature. Et le pays ne s'arrêtera pas, le ciel ne s'effondrera pas. La question qui se pose également, la CENI a émis un constat selon lequel il y a
un faible taux de dépôt des candidatures. Ça se justifie par quoi? Est-ce que c'est le cas avec AD-APD? L'action du peuple pour la démocratie du président Johnny Luboya Mukadi-Kaba est en fait membre d'un regroupement qui s'appelle le A3A. Et ce regroupement, au jour d'aujourd'hui, est en train de déployer ses mandataires pour justement déposer les candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'enjeu pour tous les partis politiques qui veulent participer à cette élection, c'est d'atteindre le seuil pour que les listes ne soient pas rejetées au niveau de la CENI. Et donc, pour atteindre le seuil, pour avoir plus de chances d'atteindre cet objectif, les partis politiques se sont mis ensemble en formant ce qu'on appelle un regroupement électoral, un regroupement politique pour atteindre le seuil. Et le fait de se mettre ensemble, ça donne un travail inouï parce que chaque parti qui déjà à la base est représenté sur toute l'étendue du territoire vient avec ses listes. Moi par exemple, je suis le président de la centrale électorale de notre parti politique, donc de l'ADPD. Et lorsque j'accompagne le président national dans les travaux de commission de notre regroupement A3, mais c'est avec toutes les listes de nos candidatures à nous. Et ces listes-là, nous devons les mettre ensemble avec les autres partis qui sont également sociétaires du regroupement A3. Et il y a ce qu'on appelle la compilation, donc on essaie de dégager les meilleurs profils. Lorsque nous avons deux profils correspondants, on essaie d'avoir un arbitrage, on essaie de négocier entre les partis qui sont détenteurs de ces candidatures. Et tout cela, ça prend du temps. Et alors maintenant, vous pensez que le temps qui a été accordé par la CENI n'est pas suffisant? Ben, ma foi, je dirais que le temps n'est pas suffisant. Il aurait été préférable qu'il y ait une petite rallonge, mais nous prenons la responsabilité de notre engagement. Très et bien. Donc, s'il n'y a pas de prolongation, nous allons être à l'heure à ce rendez-vous de dépôt de candidature. Mais nous craignons un dialogue. Le dialogue, en fait, sur cette question, moi je pense personnellement que le dialogue n'est pas à craindre. Parce qu'en réalité, même l'élection est un dialogue. L'élection est un dialogue entre le candidat et la population. On demande le suffrage et la population nous répond par les urnes. C'est un dialogue. Là, nous sommes sur le plateau, nous sommes en train de dialoguer. Donc en réalité, le dialogue, il est permanent, il est recommandé. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Merci. Mais simplement, il faut, si c'est un dialogue au sens de la politique congolaise, telle que nous l'avons eu dans le passé, ben, ceux qui sont nostalgiques de cette période-là doivent savoir que pour le président de la République, il n'y a rien de plus important que de respecter les délais constitutionnels. Or, si nous nous lançons dans la perspective d'un dialogue, cela veut dire qu'on met le processus électoral de côté, que nous allons nous mettre autour d'une table et que nous allons partager les responsabilités publiques comme un gâteau et que nous allons procéder aux élections un peu plus tard. Et cela veut dire que les délais constitutionnels en termes électoraux ne seront pas respectés. Or, le chef de l'État nous l'a bien fait comprendre, il s'en est exprimé également à plusieurs reprises sur les médias, qu'il est très important pour lui que les délais constitutionnels en termes de cycle électoral soient respectés. Merci beaucoup, cher Xavier. Patrick, il y a beaucoup de choses. Nous sommes toujours dans la même allure. Alors, il y a ceux qui pensent que malgré les revendications émises par l'opposition, Félix Tshisekedi s'impose et il dénonce, donc, et ce sont des opposants, ils dénoncent une dérive dictatoriale. Alors, je vous propose un élément que vous allez réagir. C'est déjà vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux, dormir tranquille, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Bon, mais en même temps, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à me battre contre la dictature, contre les injustices, et pour les libertés. Mais jamais je n'ai pris la liberté d'organiser la déstabilisation du régime que je combattais. Nous avons eu des tas d'occasions d'embrasser la lutte armée. Nous avons toujours refusé cela grâce à la clairvoyance de notre leader,
Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui refusait un tel chemin parce que c'était un chemin parsemé de beaucoup d'inconnus. Absolument. La République qui était en train de refuser catégoriquement d'être traité comme un dictateur. Vous l'avez suivi, c'est quoi votre message? Bon, mon analyse par rapport à ces propos, c'est que il en est même venu à s'expliquer sur le fait que lorsqu'il était dans l'opposition, déjà à l'époque du Zaïre, face au maréchal Mobutu, il n'avait jamais souscrit à prendre les armes pour arriver au pouvoir. Et on peut constater ici que l'AFDL qu'il a lui-même évoqué, l'AFDL était un mouvement insurrectionnel qui a porté en fait Mouzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Mais nous pouvons nous poser la question aujourd'hui. Ce mouvement insurrectionnel qui a porté Mouzé à la tête du pays, était-ce une rébellion congolaise ou bien une agression ougando-rwandaise? Je pose la question, mais c'est pour rire, parce que tout le monde connaît la réponse à cette question. C'était une agression ougando-rwandaise. De la même manière que nous avons aujourd'hui une agression rwandaise via le M23. À l'époque, c'était une agression ougando-rwandaise via l'AFDL. Et donc, nous devons pouvoir en tirer toutes les conséquences. La conséquence, c'est laquelle? C'est que nous devons relire notre histoire, nous devons faire une mise à jour de notre histoire. Pendant longtemps, on a fait la part belle à Mouzé, on le présentait comme le héros et tout ça, mais avec ce qui arrive aujourd'hui, avec les éléments de lecture que nous donne le M23, on comprend bien que même la FDL était en réalité une agression ougando-rwandaise. Et si c'était le cas, ça veut dire que nous avons eu des Congolais qui ont couvert cette agression-là de par leur présence aux côtés de nos agresseurs pour se retrouver au pouvoir. Et c'est ça que le chef de l'État dit, qu'eux n'ont jamais levé l'option de prendre les armes pour arriver au pouvoir parce que ce serait un saut dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les conséquences de cela, c'est que nous avons une armée qui a été infiltrée par les voisins pendant 18 ans. Et aujourd'hui que le chef de l'État, qui est nouvellement arrivé au pouvoir, dit que je ne négocierai pas avec les terroristes, ça fait que la seule option qu'il restait dans cette posture, c'est de faire la guerre. Et la guerre, on l'a fait avec l'armée. Mais l'armée, le chef de l'État, a eu le temps de se rendre compte que cette armée était infiltrée. Et donc, au jour d'aujourd'hui, pour que nous puissions faire face à cette agression rwandaise, nous avons besoin d'une armée, mais cette armée, pour le moment, non seulement elle doit faire face à l'agression, mais en plus, elle doit être purifiée, elle doit être assainie, elle doit être, comment dire, lavée de cette infiltration qu'on a constatée. Et donc, c'est l'équation qu'a le chef de l'État aujourd'hui. Avec une armée telle que celle-là, il est pratiquement impossible de tenir un front, de tenir une guerre. Donc il faut user maintenant de stratégie. Voilà pourquoi tous les voyages du chef de l'État, voilà pourquoi les accords avec la East Community, voilà pourquoi peut-être le retour de la SADC et ainsi de suite. Qui n'ont pas payé jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est jamais du cash, ce n'est jamais du direct. Mais au moins, les initiatives sont là, les ambitions sont là, la volonté en fait d'en finir avec cette guerre d'agression est là. Et c'est la chose la plus importante parce qu'en réalité, nous devons comprendre une chose. Quelle est l'alternative à la posture que prend le chef de l'État? C'est-à-dire, si le chef de l'État ne disait pas non à la négociation avec le M23, quelles en seraient les conséquences? Mais les conséquences, c'est justement ce que nous sommes en train de dénoncer ici en tant qu'ADPD. Ce serait un autre cycle, une autre session d'infiltration dans notre armée et dans nos institutions. Et c'est à ça, en fait, c'est cette hémorragie-là que le chef de l'État est en train d'arrêter aujourd'hui lorsqu'il dit niet, pas de négociation avec le M23. Et donc, nous, Congolais, nous devrions plutôt nous réjouir de cette posture du chef de l'État, le soutenir et l'appuyer parce qu'en réalité, si nous sommes Congolais de père et de mère, la posture du chef de l'État, elle est en notre faveur.
Et donc, nous, à l'ADPD, nous soutenons cette posture du chef de l'État. Nous disons qu'il a raison de refuser toute négociation avec les terroristes du M23. Nous disons qu'il a raison de s'organiser pour en finir avec cette guerre d'agression rwandaise. Merci. Au cours de cet exercice, avec le président de la République, il est revenu sur un élément très important, comment lutter contre le tribalisme. Les chefs de l'État nous proposent un élément très important que nous allons suivre et on revient juste après pour avoir votre lecture. Notre constitution est quelque part à la base de la résurgence de ce tribalisme. Je m'explique. Depuis que nous avons mis fin au système qui existait à l'époque du impair parti-État, le président de la République nommait les gouverneurs de province et leurs adjoints, je pense. Bref, c'est lui qui s'occupait de ça. Et comme ça se passait à cette époque, généralement, le gouverneur qui était nommé dans une province X n'était pas originaire de cette province-là. Et ça a marché. Ça a renforcé la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a laissé aux provinces le soin de s'occuper de cela, avec les lacunes qui sont les leurs. Aujourd'hui, nos provinces sont démunies. Les moindres sommes d'argent qui passent par là, tout le monde veut se les partager. On ne pense même pas à les investir dans le développement de la province. Donc, la course justement à ces petites sommes d'argent fait que ça exacerbe le tribalisme. On doit parler de clan, on doit parler de ceci pour que son candidat gouverneur passe, ainsi de suite. Ça a aggravé les divisions. À l'époque, on réfléchissait, quand on parlait, je prends un exemple, du Kasaï par exemple, Kasaï oriental, on ne voyait pas, quand on parlait d'un ministre du Kasaï oriental au gouvernement, mais les gens s'en contentaient, ils disaient, ah oui, voilà, on a un ministre au moins du Kasaï oriental. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous parlez de ministre, oui, mais d'accord, oui, mais c'est un ministre du Kasaï, mais il est du territoire de Katanda. Nous, on en veut un pour Kabea Kamwanga. Et c'est comme ça aussi dans les provinces que ça se passe. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je suis vraiment pour ça, et je pense, si les Congolais me renouvellent leur confiance, je vais demander à ce que le Parlement revoie cela. Le chef de l'État a bien expliqué sa volonté manifestée pour que les choses s'arrêtent, beaucoup plus pour mettre fin par rapport au discours séparatiste, tribal, ainsi de suite. Alors, le président propose qu'il fallait désormais, si le mandat lui est accordé, il demandera plutôt aux parlementaires de revoir cette question, d'avoir le gouverneur par les assemblées provinciales. Et cette démarche est-elle vraiment importante? Tout à fait, je dirais même qu'elle est salvatrice. Le chef de l'État parle de la nomination des gouverneurs et surtout des non-originaires. Oui. Lorsqu'on relit notre histoire, à l'époque du Zaïre, nous avons même des cas emblématiques avec Koyagelo à Lubumbashi, avec Konde Vilakikande au sud Kivu, qui ont donné une bonne expérience, qui ont donné une bonne gouvernance dans des provinces dont il n'était pas originaire. Et pour Konde Vilakikanda, par exemple, c'est un monsieur du Congo central qui avait exercé la fonction de gouverneur au sud Kivu à cette époque-là. Et lorsque le système a changé, donc c'est-à-dire le maréchal est parti, nous avons eu les premières élections de 2006 et tout ça, mais ce monsieur, né Congo de son état, est parti postuler au sud Kivu qu'il avait eu à diriger pendant une période. Et il a été réélu. Donc c'est vraiment illustratif du bienfait de cette politique de non-originaire. Et donc le chef de l'État en parle aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne chose. On devrait effectivement y revenir. Mais sur le plan maintenant de la Constitution, il va falloir, comment dire, voir, et c'est ce qu'il a dit aussi, qu'il allait consulter des avocats pour voir
comment sur le plan des textes cela est possible. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons par exemple, parce que nous parlons des provinces et des gouverneurs, nous avons une situation qui perdure au niveau du Lualaba. Nous avons un gouverneur intérimaire qui en fait assure un intérim interminable depuis plus de 2 ans aujourd'hui, et ça ne donne pas une bonne image de notre République. Et donc je pense que le chef de l'État, dans ses propos, pense aussi au Lualaba lorsqu'il parle de la nomination des gouverneurs. Et il a la possibilité, en fait, de nommer un commissaire spécial. C'est à titre conservatoire, à titre provisoire, pour sauver la province du Lualaba. Parce que la province du Lualaba est en danger aujourd'hui. Quelqu'un qui gère une province pendant plus de 2 ans d'intérim, c'est un danger pour la province. Et nous pensons que le chef de l'État a tout intérêt à sauver la province du Lualaba en nommant un commissaire spécial. Nous avons entendu qu'il est sur le point de le faire. Nous l'y encourageons. Alors, la petite question était la conséquence de ces nominations. Il n'y aura pas de contestation, par exemple, nous ne voulons pas tel, nous ne voulons pas... Est-ce que ça doit se limiter juste au niveau des gouverneurs ou ça doit se répandre même dans les territoires, et ainsi de suite, parce que nous voulons qu'il y ait ces mélanges-là? Écoutez, lorsque le chef de l'État nomme par ordonnance, on ne conteste pas une ordonnance du chef de l'État, on l'exécute. Ça, c'est la première des choses. Le chef de l'État, par ordonnance, jusque-là, a nommé les administrateurs de territoire, nommé les maires et les bourgmestres. Ça n'a jamais posé problème. Donc, s'il fallait nommer les gouverneurs, je ne pense pas que ça poserait problème. Le maréchal Mobutu l'a fait dans ses années de pouvoir. Il n'y a pas eu de magie. Ici, le seul souci serait plutôt d'allier l'efficacité à la légalité. Donc, c'est le seul aspect. Pour le reste, il n'y a aucun problème. Alors, il y a également les regrets du président de la République par rapport à la coalition FCC-CACH. Durant son mandat, le président de la République revient pour dire qu'il avait émis la volonté de vivre ensemble, d'avancer les pays ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vous propose un élément que nous allons directement reprendre pour analyser et avoir votre point de vue. La fin de la coalition FCC-CACH. C'est un regret parce que je m'étais vraiment investi là-dedans. Vous savez, je crois, moi, en la solidarité des Congolais. Je me disais, ces amis ont eu la gestion qu'ils ont eue. On peut en dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est terminé, c'est du passé. Maintenant, on va expérimenter une nouvelle chose. Des gens venus d'une opposition farouche qui vont se mettre avec eux, qui vont avoir le lead pour essayer de changer les choses et leur montrer qu'on peut changer les choses pacifiquement, fraternellement, pour que le Congo gagne. Malheureusement, ils sont restés dans leur bulle. Ils ont cru que le pouvoir était fait que pour eux et que si eux n'étaient pas au pouvoir, ils n'avaient pas les manettes du pouvoir et que le pouvoir ne devrait pas exister. Ben voilà. On en est arrivé à ce à quoi nous sommes arrivés, que vous connaissez, je ne veux pas y revenir. Et j'ai vraiment beaucoup regretté. Parce qu'on vivait une très belle expérience pour la première fois dans ce pays, une alternance pacifique. Un ancien chef d'État pouvait vivre tranquillement, vaquer à ses occupations dans son pays sans être inquiété. Et un nouveau chef d'État pouvait aussi vaquer aux occupations ou aux préoccupations de ses concitoyens pour le bien du pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, on ne va pas faire éternellement le deuil, mais ça, c'est mon plus grand regret. Rupture FCC-CACH, le président de la République regrette votre analyse. Ma perception de cette déclaration, c'est tout simplement que le chef de l'État démontre une fois de plus que c'est un gentleman. Il démontre qu'il était sincère avec son partenaire d'hier lorsqu'ils ont signé cet accord de co-gouvernance. Mais simplement en face de lui, il n'a pas eu des gens qui étaient aussi sincères et honnêtes que lui. Il a eu des gens qui ont cru que le pouvoir était leur chasse gardée, qu'il n'y avait qu'eux qui avaient le monopole du savoir en termes de gouvernance, qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient gouverner ce pays et qu'ils devaient faire ce qu'ils ont fait. Le résultat est là aujourd'hui et comme l'a dit le chef de l'État, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire aujourd'hui. Nous devons plutôt regarder de l'avant, il a dit.
Aujourd'hui, devant nous, ce que nous avons, c'est les élections. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative aux élections. Nous devons aller aux élections. L'opinion pense que, est-ce une excuse aujourd'hui pour que le président de la République parle sur les choses n'ont pas pu marcher durant son mandat? C'est par cette affaire de la rupture de coalition, de cette coalition FCC-CACH. Non, il n'y a pas d'excuse ou de prétexte. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. On ne peut pas nier l'histoire. C'est quelque chose que nous avons tous vécu. La déchéance de Mabunda et de Tambo Mwamba, nous l'avons vécu dans ce pays. Le blocage comment il s'appelle, Ronsard Malonda comme président de la CENI, qui était boutiqué au niveau de l'Assemblée nationale à l'époque de Mabunda, nous l'avons vécu dans ce pays. Donc tous ces coups bas, ces coups fourrés de son partenaire d'hier, nous les avons vécus dans ce pays. Donc ce n'est pas un prétexte, c'est l'histoire. Mais maintenant, c'est comme il le dit lui-même, nous devons nous tourner vers l'avenir. Ne plus penser à ça et se focaliser. Mais je peux comprendre les regrets qu'il exprime lorsqu'il dit qu'on a raté une occasion d'avoir dans ce pays un ancien chef de l'État qui circulerait librement avec un autre pouvoir qui gouvernerait à sa vision et tout ça, et qu'ensemble ils pouvaient faire quelque chose de positif. Ça aurait été historique. En réalité, on a effectivement raté en tant que pays la possibilité de donner une autre formule politique de ce qu'on peut faire en Afrique lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on est sincère et lorsqu'on est dans la fraternité. Ça aurait été effectivement exceptionnel que les deux chefs d'État, l'ancien et le nouveau, puissent cohabiter, puissent co-gérer cette République jusqu'à la fin du mandat. Mais malheureusement, et là, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le fait de la personne de Kabila qui a fait que cette cogestion a déraillé. Je pense plutôt que Kabila a été à un moment mal entouré et que son entourage n'a pas compris l'esprit dans lequel lui avait, comment dire, embrassé l'actuel président de la République. Et en fait, c'est eux qui ont mis du gaz dans l'eau, c'est eux qui ont failli brouiller les relations, et c'est eux qui ont fait que nous arrivions à ce triste résultat aujourd'hui de la séparation entre le FCC-CACH que l'actuel président de la République regrette. Et il le regrette à raison parce que si ils avaient réussi à aller au bout de cet accord de gouvernance, je pense que le pays en aurait profité pleinement. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher l'impact de l'échec de cette co-gouvernance sur le bilan de l'actuel président de la République. Pourquoi? Parce que il s'est retrouvé pendant 2 ans. Le mandat est un quinquennat, donc 5 ans, et pendant 2 ans sur les 5 ans, il s'est retrouvé avec des gens qui étaient mal intentionnés, avec des gens qui n'avaient pas l'intention sincère de le soutenir pour qu'il ait un bilan positif, qui ont au contraire travaillé à ce qu'il ait un bilan négatif. Et donc, pendant ces 2 ans, ils étaient là, ils étaient ensemble, et puis ils se sont séparés. Et ce n'est que la 3e année, en fait, que le chef de l'État a pu commencer à réaliser, en fait, sa propre vision, sans partage, puisque le divorce était consommé avec le FCC. Et donc, voilà. Mais, voilà, on peut le comprendre. C'est un humain, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un d'honnête lorsqu'il s'exprime. Et il dit les choses comme il les ressent, il dit les choses comme il le pense. Très bien. Et c'est ça que nous apprécions, nous, en tant que Congolais, dans le chef du président de la République. C'est cette spontanéité, cette sincérité à dire les choses. Et même si des fois, on sait très bien qu'en le disant, ces propos peuvent être récupérés par une opinion négative et en faire une polémique. Mais l'essentiel pour lui, on peut le comprendre et on peut le voir, c'est de se décharger, de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et c'est tout en son honneur. Il nous reste un seul élément que nous allons suivre dans quelques instants, et puis
nous aurons ici à reprendre votre point de vue, c'est par rapport à l'état des droits. Félix Tshisekedi regrette également la manière dont la machine de la justice est en train d'avancer. Alors, un extrait de cet élément et on revient pour terminer cette magazine. La justice élève une nation. Moi, je suis devenu président de la République démocratique du Congo pour élever ma nation. Je veux d'un Congo fort, uni et prospère. Et ce n'est qu'en l'élevant qu'on arrivera à ce résultat. Donc, je vais continuer le travail pour crédibiliser la justice, la voir vraiment comme un vrai partenaire à mes côtés pour combattre les fléaux qui ont ruiné notre économie. De revenir sur la manière dont la justice congolaise est en train d'avancer. Alors, Félix Tshisekedi a-t-il raison, oui ou non? En fait, les propos qu'il tient démontrent tout simplement qu'effectivement c'est un démocrate. Parce qu'il pouvait aussi faire autrement. C'est-à-dire que la Constitution lui confère le statut de magistrat suprême. Il pouvait aussi s'immiscer dans les affaires intérieures de la justice, mais regardez ce qu'il fait, il reste à l'extérieur. Le chef de l'État se limite à porter des critiques sur le fonctionnement actuel de l'appareil judiciaire. Vous avez suivi Franck Diongo qui est en prison, Kabound, tous ces gens-là, on les traite comme prisonnier politique de Félix Tshisekedi, mais quand il tient ce genre de propos, vous ne sentez pas que ça énerve? Pas du tout. Nous pensons plutôt que nous devons arrêter dans ce pays de penser que des individus peuvent être au-dessus de la loi. Nous devons arrêter de croire en République démocratique du Congo qu'il suffit de proclamer son intention d'être candidat à une élection présidentielle pour devenir intouchable. Ça, ce n'est pas normal. Et nous, peuple congolais, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que certaines personnes essaient d'instrumentaliser l'opinion pour se donner un statut d'intouchable dans cette République. Mais ça ne marchera pas avec l'actuel président de la République. Il l'a dit lui-même, il a passé autant d'années dans l'opposition à combattre l'injustice, à combattre la dictature. Il a passé autant d'années en exil dans des pays démocratiques. Donc la culture démocratique, il connaît et ça le connaît. Lui, ce n'est pas quelqu'un à qui on va apprendre la démocratie. Il est né là-dedans, il a grandi là-dedans, il a vécu là-dedans. Et donc, c'est sa culture, c'est sa nature. La démocratie, c'est sa nature. J'en veux pour preuve la manière dont il gouverne. L'émission qu'il a faite, là, il n'était pas obligé de la faire. Vous voyez comment les choses se sont passées. Sa porte-parole a mis en place et d'ailleurs je félicite au passage cette initiative de Madame... qui a été beaucoup commentée, polémiquée même. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi était en face de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres journalistes qu'il fallait prendre? Ce sont des critiques de très mauvaise foi. La réalité, c'est que l'initiative était de Madame Tina Salama, la porte-parole de la présidence de la République. Et je m'apprêtais au passage à saluer cette initiative et à féliciter Madame Salama pour son initiative. Et donc, ce qu'elle a fait, en fait, elle a créé une plateforme dans les réseaux sociaux où chacun qui se sentait concerné par le sort de la République démocratique du Congo, chaque personne qui se sentait concernée pouvait poser sa question directement au chef de l'État. Donc tout ce qu'elle a fait, elle, c'est servir d'interface. Et c'est donc normal qu'elle ait tenu le micro au chef de l'État pour répondre en réalité au peuple congolais qui lui posait des questions via les réseaux sociaux. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, j'étais en train de vous dire que le chef de l'État est un réel démocrate. Et qu'on ne peut pas le taxer aujourd'hui d'avoir des prisonniers politiques. Ça n'a pas de sens. Je suis certain, parce que je suis quand même les médias, lorsqu'il y a ces arrestations, lorsqu'on parle de chaque dossier, et c'est au cas par cas, il y a toujours une raison valable pour laquelle on a procédé à ces arrestations-là. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine, cher Xavier Patrick.
Un message à la population congolaise qui vous suit à pareil instant, tout le peuple, je ne sais pas où, à l'international qu'au niveau national, les élections en cours, qu'est-ce qu'on retient? Bon, ce qu'on peut retenir, d'abord, j'ai un message du président national, Johnny Luboya Mukadikaba, aux populations de l'Est victimes de la guerre. Le président national de l'ADPD, l'Action du peuple pour la démocratie, appelle la population de l'Est du pays qui est victime de la guerre à la résistance. Il appelle la population de l'Est du pays à avoir confiance, à garder la foi et à faire confiance en nos institutions. Vous le savez, des dispositions sont prises tous les jours pour que nous puissions repousser l'ennemi hors de notre territoire, mais nous avons en même temps des problèmes internes dont on a pu parler ici. On a évoqué le cas des infiltrations de notre armée, ce qui fait que nous avons, en tant que pays, nous n'avons pas la facilité de faire face à cette agression, mais la détermination du chef de l'État, soutenu par les partis que nous sommes, l'ADPD et les leaders comme Johnny Luboya, fera que nous aurons raison de cette agression. Autre chose que je voulais donner comme message à la population, si vous permettez. Très bien. L'ADPD n'est pas un parti d'applaudisseurs. Nous tenons aux côtés du chef de l'État pour l'aider à avoir un bon bilan, pour l'aider à faire le travail au profit de l'intérêt général. Nous ne serons jamais des applaudisseurs. Lorsque les choses n'iront pas, nous le lui dirons. On ne s'en cachera pas. Nous sommes toujours assumés et cela sera notre comportement, notre posture jusqu'à la fin. On ne changera pas. Merci beaucoup, cher Xavier Patrick, d'avoir répondu à nos questions et beaucoup plus à notre invitation. Et j'espère que ça ne sera pas à la dernière. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai eu beaucoup de retours après mon premier passage sur votre chaîne. Merci. Et donc, chaque fois que vous m'y inviterez, soyez sûr que je répondrai positivement à votre invitation. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce magazine. Si vous avez aimé ces numéros, dites merci à Jules Billet, Jordi Kalonda, Bestel Kitoko et l'ensemble de cette équipe état-major qui nous accompagne à pareil instant pour vous accompagner. Et nous espérons que prochainement nous serons avec ma complice Naomi Pila qui est au four et au moulin. Question de vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.